Bonjour Moussaillon et bienvenue dans la taverne de Pongo Jones. Bienvenue au Loup de Mer dans la taverne de Pongo Jones pour les sorties Briscard et Carnage du mois de mai 2025. Au programme, on commence par l'univers de Briscard avec un petit colibri au doux nom de Atrial, une figurine qui a été sculptée par Emmanuel Pontier, mais qui n'a pas encore été mise en couleur, a priori, je pense, par Gwenaëlle Joly-Boulard, et c'est pour ça que je n'ai pas la figurine à vous présenter. Hein. On a pu voir la sculpture sur Facebook qui a l'air fidèle au design, mais j'ai pas la figurine peinte à vous montrer, en tout cas au moment où j'enregistre la vidéo. Néanmoins, on a une figurine donc pour la faction Solbeck qui est en limitation 2 et qui coûte 80 pièces d'or. Pour 80 pièces d'or, on a un profil très atypique, très technique, avec des caractéristiques bien marquées. En effet, Atrial a une constitution absolument ridicule de 2, une dextérité phénoménale de 8, une force tout aussi ridicule de 2 et un mental tout à fait appréciable de 6. Un mouvement au sol de tortue asthmatique de 2. Par contre, un mouvement en vol digne de son état de colibri de 7 brasses. 8 points d'action et uniquement 18 points de vie. Donc on voit tout de suite que Atrial fait partie des seuls becs relativement fragiles, surtout qu'il n'a aucune armure. Il est néanmoins équipé en série avec 2 lames. La première, c'est sa rapière, la Rabec, une arme à énergie, à une main, qui fait 4 dégâts et qui a pour règle qu'elle fait des réussites critiques sur 8+, non modifiables. Et il a dans sa main droite, non gauche en fait, une dague à énergie, la Dagobec. C'est une arme qui fait des attaques à 1 point d'action, avec des dégâts aléatoires à 1 des 5. Donc c'est vrai que comme ça de base elle paraît moins intéressante que la Rabec, mais elle a une petite règle qui fait que si elle n'a pas été utilisée en attaque, elle permet de faire des contres ou des désarmements pour 1 point d'action en moins. Et ça se cumule avec la première des règles spéciales d'Atrial qui est virevoltant, c'est un colibri, qui lui permet de payer 1 PA de moins pour ses actions défensives. Donc on voit tout de suite, il fait des esquives pour 1 point d'action, mais grâce à la Dagobec, il fait aussi des contres pour 1 point d'action et des désarmements pour 2 points d'action seulement. C'est un maître bretteur, maître escrimeur, qui lui permet de choisir parmi 2 capacités en début d'activation. En fait, il va remplacer la caractéristique de son choix par la dextérité, soit lors de ses actions défensives ou lors de ses actions offensives de corps à corps. Et enfin, il a toute une tripotée de règles spéciales assez liées au seul bec, la règle de vol, l'homéotherme, rectrice, strigidae, attaquant piqué, instinct de survie 1 et analgique. Pour résumer, l'ensemble de ces règles font qu'il est immunisé aux effets de gelure, je crois comme la totalité des Solbeck. Et il est très rapide en vol puisque ses mouvements de vol ne coûtent que 1 point d'action. Il peut charger en vol via l'attaque en piqué. Par contre, il n'y a pas de bonus de charge parce que l'attaque en piqué, ça peut être une attaque en piqué X qui rajoute un bonus. Et lui, il n'en a pas. Mais il a au moins cette règle qui lui permet, en étant en vol, de charger une figurine adverse qui se trouve au sol. Et l'instinct de survie 1 qui fait que pour 1 point d'action, il a un mouvement libre qui lui permet soit de se déplacer de son mouvement, soit de faire un mouvement pour s'envoler. Et donc de sortir du combat quand justement c'est un mouvement quand un adversaire vient l'engager dans sa zone de contrôle. Que dire de tout ça? De très nombreuses règles qui font d'Atrial une figurine extrêmement technique, potentiellement très forte, mais la moindre erreur peut coûter très cher. En effet, sa règle de maître bretteur lui permet d'avoir des seuils d'attaque ou de défense extrêmement élevés, surtout pour une figurine
de 80 pièces d'or, puisqu'on peut facilement avoir soit des actions de défense, soit des actions offensives avec un seuil de 16. Néanmoins, on remplace la caractéristique utilisée par la dextérité. Donc, par exemple, si je prends en force, je remplace la force par la dextérité. Donc ça augmente le seuil. Mais si je fais une réussite critique, je prends quand même la force. C'est-à-dire qu'il a une force de 2. Donc la réussite critique n'augmentera les dégâts que de 2 dégâts. Sinon, avec la rapière, ce serait vraiment très très fort, quoi. Néanmoins, ça impose des choix aux joueurs d'Atrial et à ses adversaires. Puisque au début de son activation, il va devoir tout de suite prévoir ses actions pour l'ensemble de ce tour, pendant son activation et jusqu'à sa prochaine activation. Et en fonction de ça, il va dire, à ce moment-là, est-ce qu'il vaut mieux que j'oriente plutôt le défensif, donc que je remplace une caractéristique en défense, ou plutôt offensif. Donc ça impose des choix. En plus, le deuxième choix, c'est le choix de la caractéristique qui va être remplacée. Est-ce que je vais remplacer par la dextérité ma constitution ou ma force, notamment, chez les deux qui sont extrêmement faibles. Et forcément, l'adversaire, en fonction de ça, il va pouvoir choisir comment attaquer Atrial. Typiquement, si je me mets en défense et que je remplace ma constitution par la dextérité, oui, certes, je fais des défenses de base à 8, des esquives à 16. Par contre, si je tente un ceinturage sur Atrial, comme c'est pas ma force que j'ai remplacée, je fais un ceinturage avec une force de 2. Donc ça devient plus compliqué. Et au contraire, si l'adversaire voit que j'ai plutôt boosté, remplacé ma force, et que ma constitution est ma zone de faiblesse, rien ne l'empêchera d'enchaîner les attaques sur Atrial pour que je perde tous mes points d'action et que je me retrouve à faire des défenses simples, donc des parades, avec une constitution de 2, tout simplement. Donc, tout ça, c'est des choix que le joueur va devoir faire. Et s'il fait le mauvais choix au mauvais moment, forcément, ça peut lui coûter très cher. Puisque Atrial, il n'a que 18 points de vie. Et que n'importe qui tape relativement correctement, 2 ou 3 baffes sur Atrial et il vole. Littéralement. Néanmoins, défensivement, je trouve qu'Atrial est très très fort. De par la règle maître bretteur, mais aussi par le fait qu'il puisse voler, qu'il a la règle instinct de survie. Et il est extrêmement mobile. Ça fait vraiment une figurine qui va être là, presque comme une sorte d'assassin. Je vois très bien une sorte de maître escrimeur qui se met en vol, qui littéralement en 2 mouvements de vol, qui vont ne lui coûter que 1 point d'action. Il va être potentiellement n'importe où sur la table. Alors si en plus Atrial se trouve au début de l'activation, au milieu de la table, en un mouvement, il se trouve n'importe où sur la table, et donc il va pouvoir aller attaquer la figurine qu'il veut, et il peut très bien se jouer effectivement comme assassin, comme ça. Je m'envole, je choisis ma cible, je lui fonce dessus, et je l'attaque à coups de rabec. Néanmoins, il faut voir une chose avec ça, c'est que ces armes sont des armes à énergie, c'est stable, c'est fiable, mais plus vous les utilisez en attaque ou en défense, plus elle risque de surcharger. Et si elle surcharge trop, parce que vous avez trop attaqué avec, ou que l'adversaire a enchaîné les attaques sur vous, et que vous avez été forcé de vous défendre avec la rapière ou avec la dague au bec, vous allez risquer l'enchaînement de chocs électriques. Et si Atrial a déjà moyennement de points d'action, mais si il commence son tour avec 3 ou 4 points d'action en moins à cause de ces chocs électriques qui s'est auto-infligé, ou que l'adversaire a forcé à utiliser, ça va être plus compliqué. Et donc forcément, à ce moment-là, il va falloir gérer ces points d'action pour pouvoir remettre à zéro vos armes électriques, enfin vos armes à énergie, et ça coûte tout ça, ça coûte des points d'action. Donc il y a une véritable gestion des points d'action avec ce perso qui est primordiale. Puisque si vous le faites trop souvent, vous perdez en efficacité. Si vous le faites trop tard, l'adversaire va pouvoir jouer dessus et l'affronter sans qu'il ait plus aucun point d'action. De la même manière, Atrial, il se défend très bien dans les actions défensives ou offensives
de corps à corps, mais pas au tir. Atrial, sa grande faiblesse, c'est le tir, puisque son maître bretteur, ça marche qu'au corps à corps. Donc si les adversaires ont du tir et lui tirent dessus quand il est au sol, il va se défendre comme il peut. Et quand il est en vol, puisque c'est sa meilleure défense avec l'instinct de survie, on peut continuer à lui tirer dessus. Et donc ça va être la principale faiblesse. Une autre force dont je n'ai pas parlé pour Atrial, c'est qu'avec une dextérité et un mental extrêmement élevé et un mouvement extrêmement haut, en vol en tout cas, Atrial peut être aussi utilisé comme maître objectif. Notamment avec la règle Strigidae, si je ne me trompe pas, qui lui permet soit d'être tout le temps en garde, soit d'avoir les actions de crochetage en réussite automatique, soit les actions de compréhension de mécanisme beaucoup plus simples, ou les actions de voie repérée gratuites. Il me semble que ça fait ça, un Strigidae. Forcément, on peut être tenté d'utiliser Atrial comme une figurine à objectif. Mais à un moment, il pourra tout à fait faire ceci. Le problème, c'est qu'Atrial a une arme dans chaque main. Et donc, pour crocheter, même si c'est une réussite automatique, il faut quand même au moins une main de libre. La compréhension d'un mécanisme, non, mais généralement, une fois qu'on a compris le mécanisme, il va falloir faire quelque chose, crocheter par exemple, etc. Et donc, il faudra penser à ranger une arme pour pouvoir faire l'objectif. Sauf que si vous rangez une des armes d'Atrial, vous perdez la combinaison de j'ai ma rapière, quand j'attaque ou je défends avec ma rapière, je fais des réussites critiques sur 8, et quand j'ai ma Dagobek en défense, ça me consomme moins de points d'action. Si vous en rangez une pour faire les objectifs, ça vous coûte des points d'action déjà, et surtout après coup, il faudra peut-être reclaquer un point d'action pour ressortir l'arme, pour pouvoir de nouveau vous défendre correctement. Et encore une fois, on arrive dans la gestion des points d'action d'Atrial. En tout cas, une figurine extrêmement sympa, extrêmement prometteuse en termes de possibilités, et je pense très intéressante à jouer et à affronter. Donc sur l'ensemble, en tout cas sur le profil, sur le papier, je trouve cette figurine très bien. Et en tout cas très bien pensée. Parce que certes, elle est forte, mais elle a des gros seuils potentiels, mais elle tape pas extrêmement fort, puisqu'elle va pas faire des baffes à 8, 9 ou 15. Alors, sauf si vous avez beaucoup de chance au dé, que vous enchaînez les 8 plus et vous enchaînez les réussites critiques. Donc là, forcément, même à plus 2 par réussite critique, si vous en faites 4 d'affilée, ça commence à faire beaucoup. Mais ça, c'est quand même extrêmement rare. Mais c'est bien pensé, parce que voilà, il y a le côté, il y a beaucoup de choix pour le joueur, pour l'adversaire aussi, et arriver en fait d'un tour sur l'autre à dire tiens, finalement mon adversaire a fait ce choix-là, donc je vais devoir m'adapter parce que ses faiblesses et ses forces ont changé en fait potentiellement d'un tour à l'autre. Donc j'aime beaucoup tout ça et j'ai hâte de pouvoir la tester en partie. On va donc maintenant passer à l'univers de Carnage avec du lourd, voire même du très lourd, en la présence de Gal. Donc, Gal, un Tembo, personnage de niveau 3. Donc déjà, quand on pense Tembo niveau 3, on commence à avoir un peu peur, avec les règles des Tembo particuliers, qui vaut 215 couronnes. C'est pas un Tembo parmi les plus faibles. Et pour 215 couronnes, nous avons un profil extrêmement impressionnant. Une stature au max à 6, une vitesse de 2, la faiblesse de Gal, une puissance par contre de 7, une agilité relativement correcte pour un Tembo de 3, une constitution par contre de 6, une témérité impressionnante de 7 et une intelligence de 6. Avec des caractéristiques comme ça, on est presque triste que ce ne soit pas un magicien. Il a 10 points d'action. C'est le Tembo qui a le plus de points d'action. 42 points de vie, ce qui est un peu la norme pour les Tembo, et un nombre de règles particulières assez impressionnantes,
avec la première qui est la plus marquante puisqu'il est apatride. Effectivement, Gal, il s'agit du Tembo qui est le passeur du lac et qui peut être recruté potentiellement par n'importe quelle faction. Et en tant qu'apatride, après, il est considéré comme faisant partie intégrante de la faction. Gal et Bretter 4. Alors, Bretter, cette règle, je l'avais mal comprise jusqu'à l'explication de l'équipe TGCM lors du dernier live. Bretter, pour rappel, ça permet à la figurine d'obliger l'adversaire à relancer jusqu'à 4 dés quand il attaque Gal. Alors forcément on se dit 4D à quoi ça sert puisque on dit ça s'utilise en une fois et on lance quand même assez rarement 4D. Et en fait c'est pas ça, c'est à chaque tour il peut faire relancer jusqu'à 4D mais les 4D sont pas en même temps. Donc si l'adversaire vous attaque 4 fois vous pouvez potentiellement le forcer à relancer 1 dé à chacune de ces 4 attaques. Ça devient extrêmement fort, surtout quand on a une figurine comme Gal qui a des caractéristiques assez impressionnantes et qui lance lui-même 3D pour se défendre de base. Mais on va voir, en fait, il va en lancer plus. Il est hors norme, ça tombe bien pour un Tembo, ça veut dire qu'il va pouvoir utiliser une arme à deux mains et avoir encore une main de libre, soit pour porter autre chose, comme par exemple un bouclier, ou en tout cas garder, pourquoi pas, une main de libre pour faire les objectifs. Et à côté de ça, il est héroïque défense, maître objectif et maître défense. Cela signifie que en défense, il lance un dé de plus et qu'en plus, à chaque tour, il peut relancer une fois ses dés de défense. Et comme il est maître objectif, ça veut dire aussi qu'il peut faire une relance gratuite à chaque tour pour une action d'objectif. Gal, c'est un grand pacifique, donc il a la règle de merci, et en plus de ça, il ne peut pas utiliser les effets de P et de A en attaque. Enfin, c'est marqué qu'il peut utiliser que C et V en attaque, mais ça revient au même. Par contre, il peut se défendre normalement. Ça représente effectivement bien l'histoire de Gal, qui est une sorte d'ermite, qui est là pour aider un peu tout le monde, qui prône la paix et la discussion. Et donc forcément, il répugne à utiliser sa force physique de manière offensive. Donc soit il va l'utiliser pour utiliser l'effet de V pour sortir du combat, ou se déplacer en tout cas, soit utiliser l'effet de C pour repousser l'adversaire et donc aussi sortir du combat. Bon, c'est un Tembo. La combo je charge avec effet de C et je poursuis marche quand même avec Gal. Voilà. Au niveau de ses dés de maîtrise, il a 3 dés de maîtrise qui sont complètement identiques, qui lui permettent de faire des relances en défense, en magie et en objectif. Donc défense et objectif, on l'a bien vu, c'était un peu les lignes directrices du personnage. Voilà. Et ce personnage est accompagné de son énorme godie. C'est, je trouvais plus le nom, j'allais dire une canne à pêche, mais c'est pas une canne à pêche, c'est une rame. Et donc il a la godie de Moringa. C'est une arme qui lui est réservée. Et c'est une arme à deux mains, mais donc pour rappel, Gal étant hors norme, cette arme il peut l'utiliser avec une seule main. Et c'est une arme qui a été faite dans du bois de Moringa, avec une allonge de 2,5 toises, et qui lui donne en plus les compétences rusée et riposte. Tout ça pour 25 couronnes. Ça tombe bien, rusée et riposte, c'est des règles qui orientent fortement la figurine en défense, et on voit clairement que Gal est fait pour défendre. Et il y a une petite règle en plus, c'est que Gal, en portant la godie de Moringa, a la protection magique finalement de Moringa, et ça lui permet d'augmenter ou de baisser la difficulté des sorts qui le ciblent de 3 à sa convenance. Et cette petite règle-là, je la trouve très forte, très bien pensée, beaucoup plus intelligente en fait finalement que la règle de base de réceptif qui fait réceptif tu lances puis finalement si tu fais pas un échec critique ça passe. Là il y a le côté en fait les sorts bénéfiques
bah, ce sera plus simple de me les lancer, et les sorts néfastes, finalement, je vais dire à l'adversaire que ce sera plus compliqué de les lancer. Et trouve ça très très bien. C'est le genre de règle, moi perso, que je dis à TGCM bah, de généraliser presque, puisque c'est très très sympa d'avoir ce genre de règles pour les bandes qui jouent sur la magie. Et c'est surtout très bien pensé, parce que Gal étant apatride, bah, s'il avait une règle qui lui donnait la règle par exemple de réceptif à un type de magie, bah, ça aurait été gênant parce que ça aurait été beaucoup moins intéressant de l'équiper de la Godie si vous ne le jouez pas avec la bonne magie, avec la bonne faction. Alors que là, finalement, quelle que soit la faction dans laquelle il va être intégré, eh ben, vous allez pouvoir lui lancer des sorts de bonus avec ce même effet. Hein. Finalement, des sorts de bonus, on en a quasiment tous. Hein. Bon, effectivement, les Tembo en ont plein. Mais je pense notamment à certains sorts positifs qu'ont les Kerops, certains sorts positifs qu'ont les Karn, de nombreux sorts positifs qu'ont les Goons, et quelques sorts positifs qu'ont les Fang aussi. Donc finalement, bah, ça marche très bien. Alors, l'arme là coûte 25 couronnes, elle est réservée à Gal, et il y a l'icône Tembo. Ce qui fait que ça a bien été noté dans les règles, la portée l'allonge de 2,5 toises et le coût de 25, ils ont déjà intégré les bonus liés au tempo, hein, et le surcoût aussi lié au tempo dedans. Alors, que dire un peu de tout ça finalement? Je vais vous remontrer un peu le profil. C'est un profil, voilà, qui est vraiment là pour tenir une position. Vous avez quand même un tempo socle de 80 mm, donc de toise, qui a une arme qui est vraiment faite pour lui. Honnêtement, je vois pas pourquoi on ne lui mettrait pas la Godine Moringa, parce que pour une arme tempo, elle n'est pas si chère que ça, et pour les effets qu'elle lui apporte, les 25 couronnes, c'est presque offert. Hein. Et donc, on a le tempo, hein, socle de 2 toises, qui a 2,5 toises d'aura de contrôle, ce qui fait quand même une zone de contrôle si Gal se trouve au milieu de la table ou dans un coin à proximité d'un objectif, extrêmement important. Vous avez des caractéristiques marquées de tempo, mais entre héroïque défense, maître défense, riposte et rusé, vous avez quand même un bonhomme qui se défend avec 4 dés, qui peut relancer ses dés si vraiment ça ne fonctionne pas, hein, et que si vraiment ça ne fonctionnait pas, il a 3 dés de maîtrise qui lui permet de relancer ses défenses, et que si malgré tout ça, ça ne fonctionne pas, il peut claquer un point d'action supplémentaire pour se rajouter une caractéristique de son choix ou un des 10 à sa valeur de défense. Sachant que dans ses caractéristiques, il a quand même P à 7 et C à 6. C'est-à-dire que même au pire, il peut se rajouter, s'il a déjà P, P et C, il peut se rajouter un C. En plus, il peut se rajouter plus 6. Et ça, c'est après avoir lancé 4 dés, avoir tenté de relancer peut-être ses dés de maîtrise, et avec la règle de Bretter, d'avoir relancé les éventuelles réussites critiques de son adversaire. Honnêtement, le bonhomme, s'il a encore des points d'action, je vois pas comment une attaque adverse peut passer. Et ça tombe bien, si l'adversaire tente quand même de le taper et qu'il arrive à se défendre grâce à tout ça, et ben avec rusée et riposte, et ben il va faire des défenses comme si c'était une attaque. Et en défense, voilà, il a aucune limite, il peut utiliser les effets de V, P, A ou C. Donc il peut repousser l'adversaire, il peut rajouter de la puissance, il peut se rajouter des attaques gratuites. Bref, Gal, il se pose à un endroit, et en fait l'adversaire, il n'a pas envie de taper dessus. Surtout si vous lui avez gardé des points d'action. Et ça tombe bien, il en a 10. Donc si vous êtes déplacé et qu'ensuite vous avez fait une ou deux attaques pour 2 ou 4 points d'action, ben, il vous en reste encore 4, 5 ou 6 des points d'action.
Et c'est largement suffisant à Gall pour se défendre et encaisser. En termes de défense magique, pareil, avec une intelligence de 6 et la Godin Moringa, il se défend extrêmement bien contre les magies offensives adverses, qui pourraient potentiellement, effectivement, l'enquiquiner, notamment, je pense, à la magie Fang, qui pourrait lui réduire de 2 sa vitesse et donc avoir un Gall immobile. Mais il faut que ça passe, quoi. Euh, Bref, un gros bonus, d'autant plus fort dans la faction Tembo, forcément, puisque avec les kémistes, la magie kémiste, et notamment, je pense, aux prêtresses niveau 1, qui peuvent potentiellement lui rajouter des points d'action en plus, euh, bah, ça va être difficile de passer à travers. Mais dans les autres factions d'Apatride, il peut être très bien, hein. Je pense par exemple au Fang, qui pourrait très bien se dire, bah tiens, j'ai pas envie de jouer Musk, parce que je joue plutôt une autre fille de Nyx, voire pas de fille de Nyx du tout, mais j'ai quand même envie d'avoir un énorme ton qui va être là défensivement pour protéger ma bande, en engageant un maximum de l'adversaire, et ça va permettre à mes fangs à côté de faire les objectifs librement ou d'aller harceler les ennemis que je veux. Donc c'est des possibilités que même les goons, hein, par exemple, peuvent très bien avoir, hein. Bon, ils ont les Sinkers hein, maintenant, mais bon, pourquoi pas, hein. Un Gall, c'est pas mal aussi. Une figurine donc vraiment qui se joue très défensif. Alors, ça veut pas dire qu'offensivement, elle peut rien faire, hein. Parce que comme on l'a vu avec les Tembo, il y a l'action offensive d'attaque avec C qui permet de charger, etc. Ça fonctionne toujours très bien. Mais finalement, c'est littéralement quasiment la seule action que je fais, qu'on a envie de faire avec Gall, quoi. Cette double action d'attaque, avec deux ou à la rigueur 3 points d'action pour assurer, mais avec une stature de 6 et des caractéristiques absolument violentes, il n'y a pas besoin de faire des attaques à 3 points d'action non plus, quoi. Un beau bébé en tout cas, qui va entrer sur le terrain de manière intéressante, puisqu'on a vraiment un profil qui s'oriente sur la défense. C'est quelque chose qu'on n'avait pas dans la faction Tembo finalement, en tout cas chez les Tembo, puisque quand on parle des guerriers, des novices, des sages ou du hiérophante, ils avaient des bonus pour attaquer, etc. Mais ils n'avaient pas toutes ces règles qui permettaient vraiment, avec notamment le rusé riposte qui est absolument phénoménal sur un Tembo, quoi. Je pense sincèrement qu'il peut faire potentiellement très mal et il va donner des nœuds au cerveau de l'adversaire, quelle que soit la faction. Et ce petit Gall va arriver avec une nouvelle arme que TGCM avait créé plus tôt mais n'avait pas sorti avant. C'est le Kepesh. Alors on en parle rapidement. Le Kepesh, c'est l'arme des hiérophantes, justement, en tout cas sur les figurines. C'est une arme Tembo qui coûte 25 couronnes, donc pareil, hein, allonge 1,5 non modifié, puisque c'est déjà intégré dedans, et 25 couronnes non modifiées. Ce Kepesh, il procure brutalité 1, où il augmente la compétence brutalité de la figurine de plus 1. À ceci, ça rajoute plus 2 en attaque, plus 2 en défense, et en contrepartie, il n'y a pas d'attaque à 1 PA possible avec cette arme. Bon, c'est un effet négatif qui est compréhensible vu le bonus d'attaque et de défense, et qui est pas trop grave, puisque avec les Tembo, on n'a pas trop envie de jouer sur l'agilité, d'avoir des attaques gratuites ou de faire des attaques à 1 PA. Souvent, on a envie d'avoir un effet, notamment l'effet de C. Donc les attaques à 2, voire 3 PA, ça marche très bien. Et ce Kepesh a une allonge tout à fait correcte pour un Tembo, et surtout, c'est ce bonus de brutalité, qui est fort intéressant, puisque ça permet de l'apporter sur ceux qui ne l'auront pas, mais c'est surtout pour les guerriers Tembo, qui eux ont déjà brutalité 1, voire brutalité 2, je crois, pour les guerriers Tembo de niveau 3. Et ça fait passer quand même la brutalité à un autre niveau, quoi, parce qu'une brutalité 3, grâce au Kepesh, ça change la donne. Quand vous avez plus 4 par effet de P que vous rajoutez, potentiellement vous rajoutez plus 8 à vos attaques
en attaque à 3 PA, ça peut faire très mal. Alors je vais quand même vérifier ce que je dis, mais il me semble bien que le Tembo guerrier niveau, niveau 3, il a de base une brutalité 2. Ouais, c'est ça. Donc oui, sa brutalité elle passe à 3, donc quand vous avez l'effet de brutalité avec le guerrier Tembo niveau 3, vous avez plus 4 finalement à vos dégâts. Donc ça peut faire des très 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 grosses baffes. Et même pour les autres, hein, le plus 2 attaque, plus 2 défense, finalement, quand on y réfléchit, c'est une sorte comment on appelle ça là, d'albarde euh, en, en défense qui peut être très sympa. Donc, qui coûte un peu moins cher, qui a une allonge un petit peu moins haute, mais qui apporte un petit bonus en plus avec la brutalité. Alors, en attaque, est-ce que le Tembo il a vraiment besoin d'avoir plus 2? Je ne suis pas sûr, hein, vu ses caractéristiques. Par contre, en défense, ça peut être intéressant, notamment si l'adversaire commence à jouer sur vos caractéristiques faibles. Je pense notamment à la vitesse et l'agilité. Mais encore une fois, je le rappelle, pour les Tembo, il y a un fameux casque qui permet de se défendre avec les caractéristiques que vous voulez, sans tenir en compte des caractéristiques de l'attaque adverse. Voilà. C'est tout pour ce Tembo et les sorties très riches du mois de mai. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses que j'aurais oubliées ou d'autres combos que vous avez vus et pas moi. En attendant la prochaine tournée, nous vous souhaitons bon vent sur les mers d'Entropia.